Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va enfin s'attaquer à ce chef-d'œuvre incontournable qui est Harry Potter, qui est, je le rappelle quand même, l'une des franchises les plus rentables, connues et appréciées de tous les temps. Enfin je sais, j'ai attendu plus de 130 vidéos publiées sur cette chaîne avant de vous en parler, mais pas d'inquiétude, j'ai bien l'intention de me rattraper et de faire les choses en grand. Vous devez vous demander maintenant quel personnage sera l'objet de cette présente vidéo. Dumbledore, Rogue, peut-être que ce sera une vidéo spéciale théorie, on ne sait pas. Bon alors... je vais vous spoiler direct. Pour ceux qui ont vu ma vidéo top 20 des incohérences Death Note, et ceux qui ont lu, j'ai envie de dire le titre de ma vidéo aussi, bravo, vous allez vite comprendre. Nous allons dans cette vidéo passer en revue l'intrigue des livres et films Harry Potter chronologiquement, et soulever ainsi toutes les absurdités de scénario, du monde des sorciers, et ainsi de toutes les décisions illogiques que nos personnages préférés et moins préférés prennent au cours de cette même intrigue. Et étant donné qu'il est littéralement impossible pour moi de couvrir convenablement 7 films / livres en une seule vidéo, je vais ainsi diviser mon travail en 4 vidéos, 2 opus par vidéo, avec une première vidéo en préambule, donc celle que vous regardez actuellement, qui traitera des incohérences générales de l'univers, et les vidéos qui suivront traiteront 2 par 2 de tous les films / livres de l'univers. C'est-à-dire que la semaine prochaine, je publierai une vidéo sur Harry Potter et l'école des sorciers et la chambre des secrets, ensuite dans 2 semaines ce sera Azkaban et la coupe de feu, et ainsi de suite jusqu'à Harry Potter et les reliques de la mort, voilà. Cela dit, avant de commencer, je préfère quand même préciser que cette vidéo n'a absolument pas pour but de pourrir l'univers de J.K. Rowling, de dire que c'est de la merde ou je ne sais quoi, au contraire, je suis moi-même un fan inconditionnel de Harry Potter, ne serait-ce que parce que c'est quand même une œuvre qui m'a suivi durant toute mon adolescence, et j'ai envie de dire, comme tous les gens de ma génération, et de la suivante, vous me direz. On sera tous d'accord quand même pour dire que Harry Potter est un univers particulièrement riche et cohérent, on va dire, dans sa globalité, et que ses personnages sont plutôt bien écrits, et extrêmement attachants, enfin, pas tous les personnages sont bien écrits, d'ailleurs on en reparlera, mais en tout cas, bon, il y a des personnages assez marquants. Sur ça, je pense qu'on sera d'accord pour le dire. Ça n'empêche qu'il existe pas mal d'incohérences à travers les livres, les films, le lore, et parfois même les personnages en eux-mêmes. Parce que oui, certaines décisions prises par nos personnages préférés sont illogiques, voire totalement stupides, et ne collent pas à leur réputation ou même à leur personnalité. Dans l'univers même d'Harry Potter, il y a des facilités scénaristiques, en veux-tu en voilà, qui créent des incohérences. Mais avant de sauter dans tous ces détails, regardons de plus près les incohérences générales de l'univers d'Harry Potter, parce qu'il n'y a pas que des points d'intrigue ou des personnages qui fâchent. Dans la construction même de l'univers et de l'intrigue globale, certaines choses sont illogiques, voire totalement invraisemblables, et il n'y a pas à aller chercher bien loin pour les trouver, ces incohérences. Prenons pour commencer la maison Serpentard. On sait quand même que la maison Serpentard est particulièrement célèbre pour avoir produit le plus grand nombre de mages noirs de toutes les maisons de Poudlard. Ever, voilà, on parle de l'histoire, et pas seulement de la période d'Harry Potter. Si tout le monde le sait, pourquoi est-ce que l'école et même le gouvernement, c'est-à-dire le ministère de la magie, ne prennent pas de mesures spéciales pour au minimum suivre scrupuleusement les élèves de Serpentard, pour éviter qu'ils se fassent embrigader dans je ne sais quelle croisade de mages noirs? Ou même mieux, qu'ils mettent quelque chose en place pour éviter que les mecs se fassent, je sais pas moi, comment on dit déjà? Radicaliser? Si je puis me permettre. Bon, parce que là, on a littéralement personne qui essaie d'empêcher que ça arrive, personne qui surveille un tant soit peu les Serpentards. Pire encore, la plupart des élèves Serpentards finissent avec un statut élevé et un emploi important au ministère de la magie. Évidemment, je pense à Lucius Malfoy, mais je peux penser à plein d'autres sorciers. L'univers essaye un peu de se justifier maladroitement en disant qu'il faut pas faire d'amalgame, le fameux pas d'amalgame que tout le monde connaît, mais on nous prouve maintes et maintes fois au cours de l'histoire que la maison Serpentard est vraiment pleine de petits cons sournois, ce qui renforce en permanence le stéréotype de la maison. Enfin, je veux dire, à part Horace Slughorn et peut-être 2-3 mecs de Serpentard, la plupart des mecs de Serpentard, oui, c'est effectivement des sacrés enfoirés. Oui, il faut faire des amalgames. Alors on va continuer sur une note un peu plus globale, et souligner quand même un souci de cohérence technologique entre les sorciers et les moldus. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'objets moldus que les sorciers n'arrivent pas à copier. Et on sait aussi que les objets électroniques, la plupart, comme les téléphones portables par exemple, ne marchent pas dans les zones ultra concentrées en magie. On s'attendrait donc quand même à ce que les sorciers utilisent beaucoup plus d'objets moldus, comme les stylos par exemple, pas forcément des trucs ultra électroniques, qui sont plus utiles qu'une plume et un encrier. On voit même certains sorciers utiliser un téléphone à plusieurs reprises dans les livres. Donc il n'y a rien qui empêche les sorciers techniquement d'utiliser tous ces objets moldus du moment qu'ils ne ramènent pas de choses électroniques à Poudlard, dans l'enceinte de Poudlard. Et au pire des cas, on pourrait s'attendre quand même à ce que quelqu'un ait prévu le coup, et développe un moyen de protéger l'électronique afin qu'il soit utilisable dans les endroits magiques. Au lieu de ça, les sorciers ignorent totalement tous ces objets qui auraient pu faciliter grandement leur vie, voire la sauver à de nombreuses reprises. Par exemple, si Dumbledore avait envoyé un SMS ou même avait appelé en FaceTime Fudge,
voilà, Cornelius de son petit nom, au lieu de se rendre en personne au ministère de la magie dans le premier livre, c'est-à-dire Harry Potter et l'école des sorciers, Harry n'aurait pas été quasiment tué par Voldemort. Bon, faut quand même avouer que ce point est légèrement justifié par les préjudices énormes qu'ont les sorciers envers les Moldus et leur technologie. Certains anti-Moldus allant jusqu'à refuser même de prendre le train et les voitures. Mais est-ce que ça justifie le fait que les pro-Moldus, j'ai envie de dire comme Arthur Weasley, n'aient pas eux-mêmes un tas d'objets Moldus dans la maison? Enfin, je veux dire, même Arthur Weasley, le mec, il a des objets Moldus chez lui, mais il sait même pas comment les utiliser. Le mec, il devient fou à chaque fois qu'il voit un canard en plastique. Je veux dire, quand même. Et même Dumbledore, lui-même, n'est-il pas assez pragmatique pour ignorer les préjudices vis-à-vis des Moldus et utiliser la technologie Moldus à bon escient? Enfin, je sais pas, ça me semble bizarre. Autre exemple encore avec les elfes de maison. Sous l'ordre de leur maître, Dobby et ses compères peuvent utiliser de la magie extrêmement puissante. On le voit effectivement à la fin du film et du livre Harry Potter et la Chambre des Secrets où Dobby met un petit KO à Lucius Malfoy. Donc ils peuvent littéralement se téléporter n'importe où en claquant des doigts et passer par n'importe quelle barrière anti-transplanage. Comment il est possible qu'aucun sorcier n'en ait jamais tiré profit ? Ou même abuser de ce pouvoir complètement vénère des elfes de maison. Et surtout, comment c'est possible qu'absolument aucun sorcier ne s'en soit soucié et n'ait développé quelque chose pour se protéger de la magie surpuissante des elfes de maison? Même sans parler de sorciers qui l'utiliseraient à mauvais escient, j'ai envie de dire, les elfes restent des esclaves. Et comme tous les esclaves de l'histoire, eh bien, la possibilité qu'ils se révoltent un jour est réelle. Et même si ce désir n'a pas l'air de les animer particulièrement, faut quand même s'en prémunir, on ne sait jamais. Pourtant, on en a quand même deux, donc Dobby et je crois Winky, hein, si je ne m'abuse, qui se révoltent. Donc c'est que la possibilité que ça arrive existe réellement. Alors d'accord, ils sont vus comme des déchets sans valeur dans l'univers d'Harry Potter, mais c'est tout de même étonnant qu'aucun sorcier n'ait jamais pensé à s'en servir pendant des siècles entiers. Et puisqu'on parle de créatures magiques, parlons un peu des détraqueurs. Alors, les détraqueurs, tout le monde les connaît, mais bon, on va quand même les présenter. Ce sont des créatures dangereuses qui se nourrissent des pensées heureuses des gens qu'ils ont en face d'eux, jusqu'à potentiellement causer la mort. Les détraqueurs n'en ont rien à faire si la personne en face d'eux mérite ou pas de se faire hagar, ni même du principe d'innocence, ni même d'une quelconque moralité. Hein. Voilà, les détraqueurs veulent juste se nourrir de l'énergie vitale des personnes qu'ils ont en face d'eux, et si ça tue la personne, eh bien, ils s'en foutent. Voilà, là on parle de créatures super dangereuses. Hein. Je crois que c'était pas la peine de vous l'indiquer, vous l'avez compris. Donc, ce serait logique que les sorciers les évitent à tout prix, et surtout n'essaie pas de travailler avec elles. Non? Bah non. Apparemment, les personnes qui sont envoyées à Azkaban méritent qu'on leur suce toute leur joie de vivre pour les empêcher de s'enfuir. Les détraqueurs les enferment littéralement dans leur pire cauchemar. C'est un truc de fou, et chez les Moldus, on appelle cela de la torture psychologique. On va dire les termes, et c'est interdit par diverses conventions, si ce n'est celle de Genève. Bon, même Dumbledore est d'accord lui-même pour dire que personne ne mérite d'être à la merci des détraqueurs. Le résultat, on le connaît, eh bien, Voldemort arrive à négocier avec les détraqueurs pour libérer pas moins de 15 mange-morts en échange de nez moldus, afin qu'ils continuent à s'en nourrir à la place. Le pire, c'est que Dumbledore l'avait vu venir, et avait même averti Fudge que les détraqueurs s'allieraient à Voldemort à la première occasion, mais bon, mais vu que Fudge est un idiot, il n'a pas écouté. Bon. Alors, retournons sur un point un peu plus léger, c'est-à-dire le polynectar. Alors, le polynectar, c'est une potion, vous le savez, vous la connaissez, elle est extrêmement utile à travers toute l'intrigue de Harry Potter, qui permet de se transformer en n'importe qui dont on a réussi à choper un cheveu ou un poil. Bon, effectivement, c'est pas très Charlie, mais que voulez-vous, faut bien... faut bien que ça fonctionne. Bon, mais donc là, on ne parle pas d'un simple déguisement, là, on parle vraiment de devenir littéralement la personne. Évidemment pour un temps limité, mais quand même. N'importe qui peut être victime de ça, même des personnalités importantes. On s'attendrait donc à ce qu'il y ait des méthodes de sécurité visant à empêcher le vol d'identité, surtout au ministère ou même à Gringotts. Entre guillemets, admettons qu'un voleur veuille utiliser le polynectar pour s'infiltrer au ministère ou à Gringotts, eh bien, il suffirait donc de scanner son esprit avec un peu de légulimancie pour vérifier l'identité de cette personne. Donc, alors d'accord, un sorcier expérimenté en occlumancie, comme par exemple Severus Rogue ou Severus Snape pour les anglophones, pourrait contourner ça, mais il n'y a pas beaucoup de sorciers qui le maîtrisent vraiment, donc cette capacité d'occlumancie, surtout que la carte des maraudeurs arrive à déceler la vraie identité de la personne, et non pas l'apparence transformée par le polynectar, ce qui veut dire qu'il existe des façons de détecter la véritable identité de quelqu'un. Autre exemple pour des groupes un peu plus restreints, l'Ordre du Phénix utilise des mots de passe pour s'assurer d'à qui il parle. Au lieu de ça, le ministère de la Magie n'a aucune défense contre ce genre d'infraction au polynectar, ce qui permet à nos héros de s'y infiltrer grâce au polynectar justement, durant Harry Potter et les reliques de la mort, si je ne m'abuse. Alors, en parlant de la carte des maraudeurs, créée par James, Sirius, Remus et Peter, petit groupe, dont on parlera en fin de vidéo d'ailleurs, on rappelle quand même que c'est un formidable objet qui ne se laisse pas avoir ni par le polynectar, ni par les animagis, et ni même par la cape d'invisibilité de Harry Potter, et donc de la mort. Voilà, on parle quand même d'une carte créée par 3 mecs de 13 ans,
si ce n'est plus, qui arrive à déceler un objet magique créé par la mort elle-même. C'est pas n'importe quoi. Et donc, cette carte permet toujours d'afficher la réelle identité de quelqu'un. Ce serait quelque chose de super utile pour, par exemple, les professeurs ou Dumbledore, non? J'ai envie de dire. En mettant une petite alarme qui sonne dès que quelqu'un s'aventure dans des lieux interdits ou même après le couvre-feu, ben bon, ça aurait couvert pas mal de problèmes. Et si 4 enfants, c'est-à-dire James, Sirius, Remus et Peter, arrivent à créer une telle carte, eh bien, des sorciers expérimentés devraient réussir à faire la même chose, si ce n'est mieux. Au lieu de ça, eh bien, on le déplore, la carte est simplement utilisée par des enfants pour braver le couvre-feu, et aucun adulte ne pense à utiliser un tel dispositif jusqu'à 19 ans après sa création. Ça la fout un peu mal, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Bon, maintenant, on va faire un petit bond dans le passé en parlant de l'enfance d'Harry, après qu'il soit placé chez les Dursley pour sa protection. Alors, il passe donc son jeune âge dans une famille abusive, c'est le moins qu'on puisse dire, et doit y retourner à chaque vacances scolaires. On parle donc d'un gamin super important dans le combat contre Voldemort, qui en plus a failli se faire tuer par celui-ci à plusieurs reprises. Bon, on serait en droit de s'attendre à ce que quelqu'un aille régulièrement vérifier qu'il aille bien et comment il se porte, j'ai envie de dire. Surtout qu'on le sait, laisser un sorcier dans une famille comme ça, moldue, sans personne pour le maîtriser, ça peut partir en couille assez rapidement. Voilà, petit exemple avec Tom Jeu du Sort, hein, à l'époque où quand il était tout petit dans son orphelinat, voilà, il faisait un peu tout et n'importe quoi avec ses pouvoirs magiques non contrôlés. Un autre petit exemple avec Harry, où il fait gonfler la tante Marge dans un accès de colère dans Le Prisonnier d'Azkaban, et ça aurait pu être bien pire. Pourtant, personne ne voit les maltraitances dont il est victime à part son voisin, qui ne dénoncera jamais ses abus. Et le gamin est donc laissé seul et victime d'abus sans jamais comprendre pourquoi. Même pas McGonagall ne fait quelque chose alors qu'elle est témoin des maltraitances quand elle se transforme en chat pour espionner la famille au début du film. Sachant qu'il a en plus un Horcrux en lui, qui influence parfois son comportement, c'est un miracle qu'il soit devenu quelqu'un de stable et de gentil, et de sociabilisé, j'ai envie de dire. Sans surprise, Harry grandit pour devenir quelqu'un qui n'arrive pas à faire confiance aux adultes, et qui a un sérieux souci face à l'autorité, et qui n'a également pratiquement aucun instinct de survie. À plusieurs moments de l'intrigue, on le verra se mettre en mode « ouais, bah tant pis, je meurs ». On le verra d'ailleurs point par point dans les incohérences des films, dans mes vidéos qui vont suivre, mais cela mène à énormément de situations qui auraient pu être réglées très facilement, si Harry avait simplement fait confiance aux adultes. Surtout que ses alliés sont des sorciers très puissants, comme Dumbledore. À croire qu'ignorer les enfants et les problèmes de communication soit une récurrente dans l'univers d'Harry Potter, puisque la situation ne fait que se répéter à travers l'intrigue. Je veux dire, à chaque fois qu'un événement grave se produit, déjà il n'y a aucun témoin à part des enfants, et à chaque fois que les enfants commencent à essayer de parler aux adultes pour leur dire « bon bah il s'est passé ça, ça, ça ou ça », eh bien, bah il n'y a personne qui les croit. Les sorciers adultes pourraient au moins essayer de vérifier leurs dires, surtout quand ils sont aussi graves. Par exemple, ils auraient pu utiliser la léguilimancie, ou alors attester de leurs souvenirs grâce à la pancine. Ils peuvent même carrément utiliser un retourneur de temps, d'ailleurs on en reparlera de ce truc-là, le retourneur de temps, l'une des pires carottes de l'histoire de la fiction, pour être témoins eux-mêmes des événements. Au lieu de ça, la plupart des adultes, des sorciers adultes, ne font rien, ignorent leurs propos et la situation s'empire à chaque fois. Bon, le pire exemple de ça, je pense que ça se trouve au Prisonnier d'Azkaban, hein, voilà, avec justement le retourneur de temps et tout ça avec Sirius Black, bref. Pour rester et en finir avec le thème des maltraitances, on sait à travers les livres et les films qu'il y a au moins 3 élèves dans l'univers d'Harry Potter qui ont grandi dans des foyers abusifs quand ils n'étaient pas à Poudlard. Harry Potter, donc avec les Dursley, Rogue ou Snape, donc Severus pour les intimes, avec son père alcoolique, qui déteste la magie et qui est abusif envers sa mère et son fils à cause de ça, et Tom Jeu du Sort, qui a passé son enfance dans un orphelinat sinistre. Et on n'en connaît que 3, mais évidemment il doit y en avoir d'autres. Pourtant, le ministère de la Magie ou même l'école ne font absolument rien pour protéger ces enfants. Ils auraient pu proposer un système de logement alternatif à Poudlard pour que les enfants maltraités n'aient pas à retourner dans leur famille abusive pendant les vacances d'été. Et même sans parler de les placer à Poudlard, le ministère aurait pu les loger n'importe où, j'ai envie de dire en sécurité. C'est d'autant plus important qu'on sait très bien que les enfants sont magiquement instables et qu'ils peuvent utiliser inconsciemment leur magie pour se défendre, et donc faire du mal à leurs abuseurs. Surtout que ce n'est pas comme si Dumbledore n'avait pas réussi à garder Hagrid à Poudlard après son expulsion, donc des solutions pour les enfants maltraités, il y en a. Ce n'est alors pas étonnant qu'avec les maltraitances qu'ils ont subies en grandissant, que Harry par exemple grandisse en ayant des soucis de confiance envers les adultes et devienne un peu impulsif, que Rogue, Snape, devienne aigri et cynique au point de fricoter avec les mange-morts, et que Tom Jeu du Sort devienne Voldemort. Et en parlant de Rogue, mon personnage préféré, soit dit en passant, le fait qu'il insiste pour avoir la position de professeur de défense contre les forces du mal n'est pas sa décision la plus intelligente. Il est compétent, et très compétent même, c'est certain, mais c'est un vieil aigri déjà, et il a des attentes irréalistes envers ses élèves. On rappelle que la position est littéralement maudite à cause de Voldemort. Dumbledore refuse d'abord de lui laisser le poste parce que son rôle d'espion a bien une trop grande valeur, et on s'attendrait à ce que Rogue laisse tomber.
parce qu'il a bien vu que le poste était maudit, et qui, j'ai envie de dire, je sais pas, il tienne un peu à sa vie, non? Bon, surtout que tout le monde voit que la position a un souci. Voilà, il y a un petit problème hein, quand tu deviens prof de défense contre les forces du mal, mais personne n'arrive à la conclusion que c'est arrivé après que Dumbledore ait refusé le poste à Voldemort. Mais puisqu'il insiste, Dumbledore finit par accepter, et Rogue devient professeur de défense contre les forces du mal pendant la 6e année d'Harry. Alors, la malédiction ne va bien évidemment pas le rater, puisqu'il sera connu comme l'homme qui a tué Dumbledore, même en sachant qu'il était innocent et que plus tard, en devenant directeur, il mourra, puisque Voldemort pense qu'il doit le tuer pour s'approprier la baguette de Suro. Donc il faut le dire, Rogue a couru droit vers sa mort et tout le monde le savait. Voilà. Ce qui est bien triste, hein, parce que c'est quand même mon personnage préféré. Pour ce qui est de cette fameuse malédiction hein, que Voldemort a lancée sur le poste de défense contre les forces du mal, on s'attendrait quand même à ce qu'au bout d'un moment, Dumbledore prenne des mesures pour s'assurer que plus personne ne sera victime de cette malédiction. Il pourrait par exemple demander à des briseurs de maléfices d'essayer de conjurer le sort, ou alors de renommer le cours pour qu'il soit considéré comme une classe différente, ou même tenir le cours ailleurs. Voire même en dehors de Poudlard, avec un porte au loin pour y mener les élèves, enfin je sais pas. On parle quand même d'un cours qui est censé apprendre aux élèves à se défendre contre n'importe quelle menace, et ils n'arrivent même pas à gérer une malédiction eux-mêmes, ça fait quand même un peu chier. Résultat, comme vu que rien n'est fait, on se retrouve avec un cours qui est à moitié dispensé, et qui ne prépare absolument pas les élèves à ce qui va arriver par la suite, ce qui mènera éventuellement à de nombreuses morts, directes ou indirectes, à cause de l'inaction de ce cher Dumbledore, et ce sera pas la première fois, hein, parce que l'inaction c'est un peu le deuxième nom de Dumbledore. Parlons maintenant des Mange-Morts, et de comment toute l'intrigue autour du retour de Voldemort aurait pu être évitée. Après sa première défaite, donc face à Harry, un grand nombre de Mange-Morts se retrouvent morts, en prison, en exil, et obligés donc de renoncer à Voldemort. Hein. Voilà, on peut prendre plein d'exemples, hein, comme Lucius Malfoy, voilà, Karkaroff par exemple, voilà. Bon. D'ailleurs, en parlant de Karkaroff, Maugrey se retrouve donc à traquer ce cher Karkaroff, qui reçoit une sentence à Azkaban, assez ridicule parce qu'il balance beaucoup de Mange-Morts aux aurores. On ne sait cependant pas le nombre exact de Mange-Morts qui ont fui le pays, et ceux qui se sont évadés de prison proclament partout que Voldemort les avait en fait obligés à être des Mange-Morts en les plaçant sous le sortilège de l'Imperium. Bon, à l'exception de Lucius Malfoy qui aurait juste acheté sa liberté, c'est un peu léger quand même. Bon, est-ce que le ministère de la Magie est vraiment assez idiot pour accepter une excuse aussi facile que le sortilège de l'Imperium? Je vous le rappelle, le sortilège de l'Imperium fait partie des 3 sortilèges, comment on appelle déjà? Impardonnable, c'est bien ça? Voilà. Donc en gros, quand on est victime de le sortilège de l'Imperium, eh bien on n'est plus maître de ses mouvements et on fait ce que la personne qui vous a jeté le maléfice vous ordonne de faire. C'est une belle excuse, hein, évidemment, et hélas, le ministère de la Magie est assez con pour les croire. C'est quand même extraordinaire. Je veux dire, les mecs du ministère auraient pu au moins utiliser du Veritaserum pour tester tous ces gros mythos de Mange-Morts et les forcer à faire un serment inviolable, les contraignant à ne plus jamais participer à quelconque activité de violence envers les Moldus et les Nés-Moldus, et donc à parjurer leur allégeance à Voldemort. Malheureusement pour tous, le ministère de la Magie ne fait rien de tout ça, et ils finissent par relâcher les Mange-Morts afin qu'ils retournent à leur petite vie. Voilà, Lucius Malfoy gagne même une position de pouvoir dans le ministère en finançant la campagne de Fudge. Résultat, les Mange-Morts infiltrent le ministère tout en conservant leur allégeance envers Voldemort. Ils arrivent ainsi à créer une nouvelle génération de Mange-Morts, à semer la pagaille dans le monde des Moldus, aident à s'évader d'autres Mange-Morts à leur tour. Tout ça aurait pu être évité avec un peu de bon sens. Et on va finir cette vidéo avec un dernier élément qui aurait pu faciliter, voire régler certaines intrigues, c'est le fait que Dumbledore soit censé être extrêmement compétent en légulimancie. Je le rappelle, la légulimancie, qu'est-ce que c'est? C'est un art magique qui permet de lire l'esprit de quelqu'un. C'est révélé à peine au 5e livre, alors qu'il aurait très bien pu utiliser ses compétences largement avant, et notamment dès le premier film. Grâce à la légulimancie, Dumbledore aurait pu immédiatement trouver qu'il avait ouvert la chambre des secrets, ou même, de manière un peu plus simple, savoir qu'il a engagé notre ami Quirrell. Quirrell, je le rappelle, qui a Voldemort sur son gros crâne. Je veux dire, voilà. Bon, on se demande pourquoi Dumbledore n'a pas utilisé la légulimancie sur le professeur qui l'a lui-même engagé, ne serait-ce qu'une fois au cours de l'année. Je sais rien. Après, on pourrait me dire, oui, mais voilà... comment dire, Voldemort, il est capable d'utiliser l'occlumencie, nanani, nanana. Ok, si vous voulez. Mais alors, normalement, il devrait le faire sur Quirrell. Enfin, je sais pas, il y a plein de moments au cours de l'intrigue où tu dis, mais Dumbledore, pourquoi t'as pas utilisé la légulimancie? C'est quand même extraordinaire. Même Maugrey, par exemple. Quand je dis Maugrey, je parle évidemment de Barty Croupton Jr. Barty Croupton Jr., je le rappelle, qui, pendant une année entière, a utilisé du polynectar pour prendre l'identité de notre ami Alastor Maugrey. Voilà. Pourquoi notre ami Dumbledore n'a pas utilisé ses compétences extraordinaires en légulimancie? Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, la seule fois où effectivement on voit Dumbledore utiliser la légulimancie, c'est seulement dans le 5e livre, où effectivement
il découvre ce qui s'est passé, mais après que les événements se soient déjà déroulés. Donc j'ai envie de dire, Cimer chef, mais non merci. Je veux dire, voilà, c'est assez triste. Bon, alors on arrive à la fin de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, là c'est une vidéo vraiment générale, hein, où, comment dire, je passe en revue les incohérences globales de l'univers d'Harry Potter, mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, en tout cas pour la vidéo qui va suivre, là je parlerai bien spécifiquement, tout de même, des deux premiers films, des deux premiers livres, c'est-à-dire Harry Potter l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. Donc là je pense que là on en a pour un bon petit mois, si ce n'est 2 mois, de pur Harry Potter, j'espère que vous allez kiffer. En tout cas moi, ça va me prendre beaucoup de temps, mais moi j'aime beaucoup cet univers, donc il n'y a pas de souci. Malgré le fait que J.K. Rowling, effectivement, n'ait pas pris les meilleures décisions voilà, sur Twitter ces derniers temps, vu qu'elle se prend... Elle se prend volet de bois vert sur volet de bois vert ces derniers temps sur Twitter. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Bon, on va arrêter notre vidéo ici, mais je vais quand même terminer cette vidéo avec une dernière incohérence dont personne ne parle. Je l'ai un peu teasé une fois au début de cette vidéo, c'est-à-dire Peter Pettigrew. Peter Pettigrew, il faut savoir que tout le monde considère que c'est un schlag, tu vois, que c'est un espèce de, voilà, un sorcier extrêmement médiocre. Le problème, c'est que si on voit la liste des feats, entre guillemets, la liste des choses, des exploits qu'a accompli, des choses qu'a accompli Peter Pettigrew au cours des films et au cours des livres, ce mec-là, c'est clairement le mec le plus vénère, le sorcier le plus compétent de l'histoire d'Harry Potter. Voilà, on va dire les termes, c'est un truc de fou. Je vais pas vous faire la liste, mais c'est quand même incroyable de faire ce qu'a fait Peter Pettigrew. Je veux dire, c'est grâce à lui, il a ressuscité Voldemort tout seul, en fait, le gars. Rien que ça, il a infiltré je sais pas combien de fois Poudlard. Pendant 12 ans, le gars, il était introuvable. Il a tué lui-même, comment il s'appelle l'autre, là, le vampire, là. Le vampire qui brille, là. Pardon. Cédric Diggory, je veux dire, voilà, à chaque fois, on dit, ouais, c'est Voldemort qui l'a tué. Non, c'est pas Voldemort. Peter Pettigrew, d'ailleurs, qui utilise le sortilège d'Avada Kedavra, comme toi, tu vas sortir un chewing-gum. Je veux dire, bon, voilà. Et d'ailleurs, je tiens à le rappeler, pour utiliser le sortilège d'Avada Kedavra, il faut avoir une certaine puissance magique, comme le dit Barty Crompton / Maugrey, donc dans la Coupe de Feu. Voilà. Le vrai mage noir dans l'histoire, c'est quand même notre ami Pettigrew. Donc pourquoi je vous parle de ça? Le truc, c'est que pendant toute l'intrigue, à chaque fois, on considère Pettigrew comme un schlag, mais je veux dire, quand tu vois ses feats, tu te dis, attends, le mec, il est complètement vénère de ouf. Je veux dire, c'est quand même chaud. Et même au-delà de ça, il y a aussi une autre incohérence, mais qui n'est présente que dans les livres. Il y a un moment, effectivement, on voit Harry qui surprend une conversation, je crois, entre Fudge, Hagrid, McGonagall, toute l'équipe, donc, après Hollard, je crois, dans un petit bar. Au cours de cette conversation, Fudge parle d'un moment qui l'avait marqué. Et donc c'est un moment qui est censé montrer à quel point Sirius Black est vénère. Donc Fudge raconte comment Sirius Black avait, je crois, utilisé un sort qui était tellement puissant, t'avais l'impression qu'il y a eu une espèce de bombe nucléaire qui avait explosé. Voilà. Et donc c'est durant cette petite échauffourée, voilà, que notre ami Peter Pettigrew est mort. Peter Pettigrew s'est tellement fait exploser qu'on n'a retrouvé qu'un seul de ses doigts. Évidemment, on sait maintenant que c'est parce que Peter Pettigrew, c'est lui qui a utilisé ce sort et qui s'est coupé lui-même un doigt. Donc alors on se demande, ok, Fudge il a été impressionné par ce sort, mais le sort là, c'est pas Sirius qui l'a utilisé, c'est quand même Peter Pettigrew. Donc je sais pas c'est quoi le sort qu'il a utilisé, bombe nucléarium ou je sais pas quoi, là, bombus nuclearius, je sais pas, je sais pas ce que c'est censé être comme sort, mais c'est chaud. Parce que je me rappelle d'ailleurs, faudrait que je retrouve mon tome, que le sort était tellement puissant qu'il y avait même des canalisations, mais genre les égouts qui sont ressortis quoi. Tellement c'était chaud. Voilà. Là, c'était le mec, il a mis une Big Bang Attack, Peter Pettigrew. Voilà. Pour ceux qui sont des fans, effectivement, hardcore de Harry Potter, je vous renvoie donc à votre exemplaire du Prisonnier d'Azkaban pour voir effectivement que ce que je dis est vrai. Voilà. C'est quand même un peu chaud. C'est quand même un peu chaud. Et à la fin, on se rend compte que c'est Peter Pettigrew. Le mec, il est complètement vénère. Pourquoi personne ne dit rien? Pourquoi personne ne dit rien? Voilà. Tu prends, par exemple, McGonagall qui dit effectivement que de tous les maraudeurs, c'est quand même le plus faible. Je tiens quand même à faire remarquer qu'il est devenu Animagi à même pas 15 ans. Même Dumbledore, il fait pas ça, quoi. Maintenant que je suis lancé, désolé, mais je vais vous faire tout le CV de Peter Pettigrew. Donc c'est parti, voilà. Peter a quand même démontré à de nombreuses reprises qu'il était un sorcier d'élite, surtout concernant la magie noire. Je veux dire, je vous en ai déjà parlé, mais quand même, il a lancé un puissant maléfice d'explosion qui a fait sauter une rue et creuser un cratère de 12 mètres, attention, dans le sol, avec sa baguette dans le dos, évidemment, hein, je parle de quand il était en face de Sirius, tuant 12 moldus dans le même temps. L'explosion était si puissante, et ça je vous l'ai aussi dit, que tous les égouts situés à des centaines de mètres de profondeur ont été complètement détruits.
Je veux dire, c'est quand même un truc de fou. Et si je ne m'abuse, d'ailleurs, je vous ai dit que ce sortilège, c'était, je crois, Diclérius, je sais pas quoi. Non, il me semble que c'est un véritable sortilège qui s'appelle Confringo. Confringo, un truc du style. Bref, c'est un sortilège d'explosion. Alors, 14 ans plus tard, là, Peter a pu utiliser efficacement Avada Kedavra, l'un des 3 maléfices impardonnables qui nécessite un niveau de magie considérable, on en a déjà parlé, pour exécuter Cédric Diggory. Je le répète, un exploit d'autant plus impressionnant qu'il a utilisé une baguette qui n'est même pas la sienne. Hein, voilà, la baguette de Voldemort. Selon McGonagall toujours, Peter a toujours été nul en duel de sorcier. Cependant, il a réussi à surclasser Sirius en engagement lors de leur confrontation, en faisant exploser, j'en ai déjà parlé, toute la rue derrière lui, avant que Sirius, qui apparemment serait plus habile que lui à skip, ne puisse réagir. Il a aussi participé à la conception de la carte des maraudeurs. Il a, j'en ai un peu parlé, produit la potion de corps rudimentaire et la potion de régénération selon les instructions de Voldemort qui permettront à son maître de retrouver une forme temporaire puis permanente respectivement. Il a également aidé à préparer la potion Polynectar pour que Barty Crompton Jr. se déguise donc en Maugret. Petit Gros peut également pratiquer la conjuration, donc c'est un type avancé de transfiguration. On peut le voir notamment conjurer des cordes qui ont lié Harry Potter à la tombe de Tom, jeu du sort, père, à la fin de Harry Potter et la coupe de feu, si je ne m'abuse. Il est également, donc Peter, capable d'utiliser Avada Kedavra de manière non verbale, voilà, ce qui est pas rien, de faire léviter des objets, d'allumer un feu, et bon voilà. Chaque sort étant lancé à plein régime avec la baguette de Voldemort, bien qu'il n'ait pas gagné l'allégeance de la baguette, je le répète. Bon, on va s'arrêter là pour le CV de Petit Gros, mais vous avez compris que le mec, c'est un sacré client. Bon, alors, maintenant, c'est quoi la question? La question, c'est, comment ça se fait? Comment ça se fait que Peter soit complètement craqué, sans que personne, effectivement, dans l'univers d'Harry Potter, se pose 2 minutes pour dire « Attends, mais est-ce qu'il est normal que Peter Pettigrew ce soit un Saiyan à un moment donné, c'est quoi ce mec ?» Si vous voulez mon avis, je pense que J.K. Rowling ne se soit pas rendu compte de ça, en fait. Qu'elle était en train de faire de Pettigrew le mec le plus vénère de son univers. En fait, je pense qu'elle avait juste besoin d'un gars qui soit toujours là, tu sais, pour aider Voldemort. Le mec est là pour essayer de coller un peu les petits bouts de scénario pour faire en sorte, oui, alors Voldemort est revenu, oui, mais c'est parce que Peter Pettigrew était là pour l'aider. Voilà. Oui, Cédric Diggory mort, non, il était là, notre ami Pettigrew. Dès qu'il y a besoin, effectivement, d'une explication par rapport à Voldemort, par rapport à sa résurrection, par rapport à je ne sais quoi, Peter Pettigrew est là. Voilà. Ce qui fait que, de manière un peu machinale, de manière un peu automatique et sans même qu'on le veuille vraiment, bah à la fin, Peter Pettigrew, le gars, bah il additionne les feats, il additionne les exploits, il additionne les trucs de fou. À la fin, tu te retrouves avec un sorcier qui est complètement inarrêtable, en fait. C'est ça. Et je pense que J.K. Rowling ne s'en est pas rendu compte, tout simplement. Elle s'est pas rendu compte que le mec le plus compétent de son univers, bah, c'est finalement bah, le pire, quoi. Le rat. C'est l'homme rat, j'ai envie de dire. Voilà, c'est le roi des rats. Le sorcier le plus polyvalent, voilà, le plus polyvalent de son univers, c'est Peter Pettigrew, pour des raisons de facilité scénaristique, tout simplement. Alors je vais m'arrêter là, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, donc normalement dans une semaine et demie, pour ma review donc, de Harry Potter à l'école des sorciers et la Chambre des secrets, donc toutes les incohérences de ces films-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un like, encouragez la chaîne en vous abonnant, et prenez soin de vous et à la prochaine.